Bonsoir à tous, bienvenue aux 20h sur Tui TV. Je suis très ravie de vous y retrouver. Dans ce journal, nous parlons du bilan de la campagne agricole 2017-2018. Il est catastrophique. Le déficit céréalier s'élève à plus de 400 000 tonnes. Les autorités burkinabées brandissent un plan de réponse à la crise annoncée. La sous-section du syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale du CHU, Yalgado, l'avait annoncé la semaine dernière. Eh bien, demain, ils organisent une marche en direction du ministère de la Santé. Ils étaient en sit-in aujourd'hui. Ils dénoncent une situation chaotique de l'hôpital. Il a sillonné le Burkina Faso ces dernières semaines et a installé les cellules du CDP un peu partout. Edi Komboigo, candidat à sa propre succession à la présidence du parti, a été réélu ce week-end. On vous fait le point et on décrypte tout cela avec Bernard Bougma, notre chef de desk politique. C'est dans un petit instant. La campagne agricole 2017-2018 présente un déficit céréalier de plus de 400 000 tonnes. Conséquence, 22 provinces du Burkina Faso sont plongées dans une vulnérabilité alimentaire. Le gouvernement burkinabé, à travers le plan de réponse et de soutien aux populations vulnérables, vole au secours de plus de 2 millions de Burkinabés. Plus de détails avec le ministre en charge de l'agriculture, Jacob Ouedraogo. C'est avec Michael Toukri. Plus de 81 milliards de francs CFA, c'est le budget que l'État burkinabé doit mobiliser pour faire face à la mauvaise campagne agricole 2017-2018. Le déficit céréalier, lui, se chiffre à plus de 477 000 tonnes pour 22 provinces déficitaires. Le plan de réponse et de soutien aux populations vulnérables, à l'insécurité alimentaire et à la malnutrition adopté en Conseil des ministres en mars 2018 entend soulager les populations qui n'auront pas suffisamment à manger. Inclut les opérations de remise de numéraire, cash inconditionnel, au profit de 130 083 ménages vulnérables. Ces ménages bénéficieront chacun d'un transfert monétaire de 35 000 francs CFA pour l'acquisition de biens alimentaires. L'assistance alimentaire va aussi porter sur la distribution gratuite de 3 245 tonnes de vivres à 90 138 personnes vulnérables. La vente de céréales à prix subventionné aux personnes vulnérables constitue l'action phare de l'État dans le cadre de ce plan. Elle consiste, à travers la SONAGES, à vendre 95 000 tonnes de céréales à 1 703 000 personnes à un prix subventionné de 6 000 francs CFA le sac de 50 kilos, soit 45% du taux de subvention. Ces actions de soutien aux populations dites vulnérables vont aussi s'étendre, selon le ministre Jacob Ouedraogo, à travers la remise de semences améliorées, des dons d'intrants pour la production de cultures de contre-saison. Également inscrit parmi les actions le soutien à la production maraîchère dans les zones vulnérables à travers la remise de kits de semences maraîchères et d'engrais à 17 161 ménages vulnérables, exploitant 416 sites maraîchers répartis dans les 89 communes à risque d'insécurité alimentaire. En vue de résorber le déficit céréalier, nous avons décidé de soutenir la production céréalière de saison sèche en mettant à la disposition des producteurs des équipements et intrants agricoles à prix subventionné pour la mise en valeur de 10 438 hectares de périmètre irrigué. Selon le ministre en charge de l'agriculture, Jacob Ouedraogo, toutes les dispositions seront prises pour sortir de cette période de soudure avec moins de désagréments possibles pour les populations. Et je vous l'annonçais en titre, le 7e congrès ordinaire du CDP qui a débuté ce samedi a pris fin hier. Et la grande information, c'est la réélection d'Edi Komboigo à la tête du parti. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Bernard Bougma, notre chef de desk politique. Bonsoir Bernard. Bonsoir Rabia. Alors Bernard, ma première question est comment appréciez-vous aujourd'hui la réélection d'Edi Komboigo hier? L'appréciation que nous faisons, c'est que au niveau du CDP, ils ont trouvé une formule de procéder par une élection plutôt que
l'ancien mode de désignation, ça évite moins de bruit. Et donc je pense que c'est une démocratie interne du parti, le CDP, qui a fonctionné à merveille, qui permet de départager les deux candidats, conférant en même temps et la légalité et la légitimité confortable à celui qui a effectivement été désigné. Donc de mon point de vue, c'est un choix que les militants du CDP ont fait à travers le collège électoral, et je pense que c'est une démocratie interne du parti que moi j'apprécie comme méthode. Je pense que c'est d'ailleurs une des meilleures options pour le choix souvent des représentants au niveau des partis politiques, et la démocratie commence au sein des partis. Alors maintenant, si on parle du choix de la personne aujourd'hui, est-ce que pour vous c'est une surprise dans la mesure où on sait que Eli Kombouego a sillonné le pays dernièrement, il a aussi installé des cellules au niveau de plusieurs provinces, donc il a une longueur d'avance. Est-ce qu'aujourd'hui pour vous c'est un choix qui était logique? Effectivement, vous confirmez que les sorties d'Edi ont été pour beaucoup dans sa réélection. Ce qui fait qu'effectivement, à l'arrivée, ce n'est pas une surprise en soi. La surprise allait venir si c'était une autre personne parmi les challengers, mais pas Badini. Si c'était Badini, ça n'allait pas être une surprise en soi. Ça aurait été par exemple Juliette Bonkong, ça n'allait pas être une surprise en soi. Mais ça aurait été d'autres candidatures, ça allait plus ou moins étonner les uns les autres. Mais Edi, comme président du parti à travers le processus électoral, ça n'a pas surpris parce que dès lors qu'il a été blanchi par la justice, il ne s'est plus assis, il a fait le tour du Burkina, parce que l'un des critères d'ailleurs, c'est d'avoir non seulement une assise électorale au niveau de la province, mais avoir une envergure nationale. Et Edi, naturellement, a très vite compris et a fait ses tournées. C'était certainement de préparer sa campagne. Et sur ce plateau, d'ailleurs, j'avais dit que la question qu'Edi pose à ses militants, qui est la suivante: voulez-vous aller loin? Voulez-vous aller loin avec moi? Voulez-vous aller très loin avec moi? N'était pas une question anodine, parce que Edi, dès lors, avait commencé à battre sa campagne, et c'est ce qui a joué en sa faveur. Et justement, Bernard, on remarque un Edi beaucoup plus confiant, qui a quand même, disons, qui a changé un peu de comportement par rapport à ses débuts. Comment est-ce que vous analysez ça? Oui, mais c'est ça la mue de l'homme politique, parce que c'est aussi la mue que doit pouvoir s'opérer le personnage public. Donc Edi, l'allure du milliardaire, l'allure de chef d'entreprise, c'est un costume que de plus en plus il est en train de quitter pour endosser celui de chef de parti, et celui également qui est en train de se cultiver la statue de l'homme d'État, parce qu'on l'a vu, il a été candidat, sa candidature a été recalée lors de la dernière présidentielle. Dès lors, il ne peut plus effectivement endosser les habits de l'homme d'affaires. Donc je pense que c'est une leçon en même temps, et l'homme est dans l'apprentissage au même titre que les autres hommes politiques. Et je pense que c'est un habit qu'il a commencé à s'endosser, parce que quoi qu'il en soit, 2020, il pourrait être le candidat du parti, tout comme il peut ne pas l'être, mais quoi qu'il en soit, étant donné que maintenant il incarne un parti qui draine du monde, ce n'est plus un chef d'entreprise avec quelques travailleurs. Donc dès lors, il y a un comportement, il y a une façon de faire qui va avec, et il est en train de l'apprendre. Ça au moins c'est clair. Ça se transparaît dans ses sorties, dans sa prise de parole et dans sa gestuelle. Vous l'avez évoqué également tout à l'heure, son challenger Bourema Badini est toujours quand même populaire. Les scores le montrent, les scores sont assez serrés, 39 pour Edi, 32 pour Badini. Est-ce que vous pensez que cela peut aujourd'hui aggraver les conflits déjà qui existent en interne et les clivages? Effectivement, à regarder, on a 6 voix qui ont fait seulement la différence entre les deux. Donc effectivement, c'est à se poser la question maintenant sur la cohésion du parti. Et donc nous sommes au niveau du Burkina Faso où sur les contradictions parfois secondaires, les uns et les autres se démarquent pour aller créer un parti politique. Ce n'est même pas parfois sur la contradiction principale, parfois c'est sur les contradictions secondaires. Ce qui fait que tout peut arriver. Mais nous restons très prudents dans cette optique de Badini va bouger avec des gens, tout simplement parce que Blaise Compaoré, qui a pris presque tous les pouvoirs, moi je le dis ainsi, président fondateur qui a pris tous les pouvoirs aujourd'hui, qui supplante d'ailleurs les instances du parti. Alors pour que Bourema Badini puisse tenir tête à Blaise Compaoré, dire moi je claque la porte maintenant de ton parti, parce que c'est clair maintenant, c'est le parti de Blaise, ça c'est clair à l'issue de ce congrès, il va falloir réfléchir par 2 fois. Mais même si en politique, comme Zifiré Diabré l'a relevé, les uns et les autres fonctionnent par opportunisme et par trahison, qui est malheureusement la face hideuse de notre politique. Donc Bourema Badini était ministre de la Justice sous Blaise Compaoré, il ne s'était pas gêné de dire qu'ils avaient des juges acquis, donc c'est quelqu'un qui savait de quoi il parlait, et qui a été également le représentant de Blaise Compaoré, représentant spécial au niveau de la Côte d'Ivoire en pleine crise. Donc c'est un des fidèles serviteurs également de Blaise Compaoré. Alors dire non à Edi, dire non au CDP, revient à dire également dire non à Blaise Compaoré.
En ce moment-là, il va falloir que Badini soit sûr de son coup, comme Roch et ses camarades l'ont fait un 4 janvier 2014. Alors, parce que je ne dis pas que je ne vois pas vraiment Badini avec la trame politique qu'il a et l'assise politique qu'il a de sortir juste pour un faire valoir. Il va falloir être sûr de ce qu'il aura à proposer. Autrement dit, ça n'aura pas servi à la démocratie burkinabé. Donc, mais nous attendons de voir, nous sommes en politique et c'est dans l'art, c'est le domaine où tout est possible. Donc ces élections ne vont pas forcément arranger la situation du parti. C'est possible que ça arrange la situation du parti. Tout dépendra maintenant de comment Edi Kombogo m'a ménagé. Jusqu'à présent, nous n'avons pas pu avoir la composition complète de l'équipe, alors que c'est en ce moment-là que les tendances se dessinent. Qui est à tel poste? Qui est à tel poste? Quelle personnalité qui a une assise nationale, qui a une envergure nationale est à tel poste? Parce que là également, c'est très déterminant en fonction de ce que vous allez pouvoir avoir comme rôle, comme responsabilité à jouer. Donc, de ce point de vue-là, la cohésion et l'unité du parti, actuellement, c'est ce que les uns et les autres attendent de voir, parce qu'il y a eu avant le Congrès, pendant le Congrès et l'après-Congrès. Et c'est l'après-Congrès qui va déterminer tout ce qui va rester. Et donc, le CDP a le choix entre rester fort et unis avec beaucoup plus de chances de passer en 2020 ou réunir les conditions de se séparer et prendre le risque de ne pas revenir en 2020. Donc tout dépendra maintenant de ce que les uns et les autres vont mettre en dessous comme considération ou comme intérêt. Alors parlons de la réaction de Zéphirin Diabré. Beaucoup de personnes en parlent. Est-ce que vous avez été surpris par sa réaction? Bon, nous savons que Zéphirin Diabré, effectivement, excellent communicateur, en venant là-bas, naturellement, pourrait donner des propos qui peuvent parfois étonner. Et donc, il y a ces sorties-là. Souvenons-nous qu'au congrès du MPP, à la fin de son adresse, le président du comité d'organisation, Salifo Tiamtouré, avait dit que le discours de Zéphirin Diabré a été formidable et c'est un homme d'État. Donc, c'était des compliments qui avaient été jetés, et ce genre de compliments, on ne jette pas à son chef de l'opposition si ce qu'il a dit ne vous va pas droit au cœur. Aujourd'hui, le chef de file de l'opposition a pris la parole pour féliciter et des membres de l'opposition qui est également apprécié différemment en fonction de où vous vous retrouvez. Mais c'est un Zéphirin Diabré qui affirme, comme Paul Kabatieba à l'Assemblée nationale, que CDP is back. C'est un Zéphirin Diabré qui affirme devant tout le monde: je n'ai pas eu honte de servir Blaise Compaoré, je n'ai pas honte d'en parler, mais qui donne une citation, si vous me permettez. Certes, des choses nous ont divisés dans le passé, des combats épiques nous ont opposés, mais le temps n'est plus au souvenir des anciens combattants. Il est à celui des nouveaux combats pour l'avenir de notre pays. Ça veut tout dire. Et pour boucler la boucle, si vous tournez même derrière cette page, il dit: comme le disent les anciens, ce sont les calycédras qui rehaussent la beauté de la forêt. Un CDP fort et uni honore et renforce l'opposition. C'est tout dire. Alors, ça surprit beaucoup, parce que quoi qu'il en soit, c'est des adversaires politiques également à qui il s'adresse. Donc, en tant que chef de file de l'opposition, savoir faire un dosage entre l'équilibre, c'est-à-dire lui, son parti, ne pas diminuer son parti, ni lui-même, pour pouvoir faire en sorte que l'autre parti, qui est légalement de l'opposition, puisse monter. Bon, il a fait un choix, naturellement qu'on apprécie, mais Zéphirin Diabré fait ce qu'il a fait en 2014. C'est Zéphirin Diabré qui a légitimé Roch et ses camarades du MPP au niveau du CIFOP qui a contribué à renverser Blaise Compaoré. C'est Zéphirin Diabré, chef de file de l'opposition, qui a également beaucoup contribué à légitimer le retour également du CDP au sein du CIFOP. Et donc, comme je lui avais posé la question à Monde Politique, à cette allure, il risque d'être toujours l'échelle de la politique burkinabé, c'est-à-dire le moyen par lequel les autres montent. Alors Bernard, une dernière question. Est-ce que, comme Zéphirin Diabré, vous pensez que CDP is back? Je pense que là au moins c'est clair. CDP is back, ce n'est pas une affaire d'aimer ou de ne pas aimer. CDP is back parce que quoi qu'il en soit, les structures ont été déjà réinstallées. Donc les structures, ils ont réussi à refaire les structures. Edi Kombogo a installé les nouveaux secrétaires qui doivent représenter le parti à l'échelle régionale, parfois même à l'échelle provinciale. Donc le congrès a été tenu, un président a été élu, avec maintenant le bureau exécutif national qui va suivre, et c'est naturellement le bureau politique national et puis tout ce qui va avec. Donc quand je dis bac, ça veut dire que sur la machine CDP, la machine est en marche. Maintenant, quelle est la puissance de la machine, à quelle allure avance la machine,
Ça, c'est une autre appréciation. CDP se bat également parce que, quoi qu'il en soit, avec les difficultés que Zéphirin Diabré a au niveau de l'Assemblée nationale, l'image de Zéphirin Diabré s'est plus ou moins écornée, et donc celle du CDP est montée. Et puis le bilan du MPP actuellement, qui est mi-figue, mi-raisin, quoi qu'il en soit, profite au CDP qui est en train de réussir sa mue et son retour. Pour le moment, sur la machine CDP, elle est de retour. Maintenant, c'est une compétition qui s'annonce en 2020. Il faut que chacun également affine sa stratégie. Et donc on peut s'attendre à des surprises en 2020. On peut s'attendre à des surprises en 2020. Merci beaucoup Bernard. Je vous en prie. C'était Bernard Bougman, notre chef de desk politique. On passe à autre chose à présent. La sous-section du syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale du CHU Yalgado Ouedraogo était montée au créneau le 3 mai dernier. Elle dénonçait une fois de plus, je cite, la situation chaotique dans laquelle se trouve l'hôpital. Elle prévoit une marche en direction du ministère de la Santé demain à partir de 9h. Aujourd'hui, ils étaient en sit-in de protestation de 7h à 10h. Le point avec Maxime Bambara. Faute de satisfaction de sa plateforme revendicative, le syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale, SINCHA, en sit-in de 48 heures, redonne de la voix pour interpeller le gouvernement sur la situation qui règne au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo. Selon le SINCHA, l'hôpital de dernière référence, le tout premier du pays, n'est aujourd'hui que l'ombre de lui-même. Depuis longtemps, Yalgado est en train de mourir. Voilà, les services n'ont pas le minimum pour fonctionner. Voilà. Il y en a même tel que le bloc viscéral qui est fermé depuis 2 mois. Il y a des services tels que la traumato qui menace de fermer. La maternité, le minimum de matériel là n'y est pas. Au laboratoire, pour certains examens, vous allez être obligé de parcourir la ville dans les cliniques pour les faire, ce qui n'est pas normal. Et à l'imagerie, là-bas aussi, le scanner est en panne, la télécommande est en panne. Donc ça veut dire que c'est la ville, c'est les cliniques, c'est là-bas qu'on oriente les malades. Et nous pensons que ça, c'est une situation qui n'est pas normale. Face à cette situation jugée chaotique, la sous-section SINCHA du Yalgado interpelle les autorités à prendre leurs responsabilités afin de résoudre les problèmes d'équipement que connaissent les services et offrir ainsi de meilleures conditions de travail aux agents de santé. Nous voulons vraiment qu'il y ait la réfection et l'équipement du bloc viscéral. Parce que quand on dit bloc viscéral, il y a le bloc viscéral qui est le point central, mais il y a des démembrements tels que les urgences viscérales, tels que la chirurgie B, tels que l'urologie. Voilà. Si le bloc viscéral est en panne, ça veut tous ces services-là prennent le coup. Voilà. Nous voulons aussi que tous les blocs opératoires de Yalgado, parce qu'il y en a beaucoup, en plus de blocs opératoires de l'urgence viscérale, il y a le bloc opératoire de la traumatologie, le bloc opératoire de la maternité, le bloc opératoire de l'odontostomato, le bloc opératoire de l'ORL, le bloc opératoire de la neurochirurgie et le bloc opératoire de l'ophtalmo. Tous ces blocs-là sont presque en panne. C'est du caracolage. Alors que la santé, c'est le domaine où il ne faut pas de caracolage. Nous travaillons sur les vies humaines. Il faut être précis. La sous-section SINCHA du Yalgado, qui affirme ne pas vouloir être complice de cette descente aux enfers des services de santé, compte user de tous les moyens pour se faire entendre. En plus de ce sitting, une marche est annoncée pour demain sur le ministère de la Santé à 9h pour une fois de plus remettre une note d'interpellation au ministre de la Santé. Et on fait un tour à l'Assemblée nationale. C'est une bonne nouvelle pour les populations de Waiguya et de Djibo. Le Parlement vient d'adopter une loi relative à la réalisation de la route entre ces deux localités. Les travaux devraient démarrer avant la fin de l'année. Et un autre projet de loi qui a aussi fait l'unanimité aujourd'hui à l'hémicycle, c'est la modification de la loi sur le Code général des collectivités territoriales. Les détails avec Youmandja Bachirdoussa. C'est à l'unanimité des 104 votants du jour que les 2 projets de loi soumis à l'examen des députés ont été votés. Le premier projet est relatif à l'accord de prêt entre le Burkina Faso et 3 de ses partenaires financiers pour le bitumage de la route Waiguya-Djibo. Longue de 115 km, l'exécution de ce chantier nécessite environ 44 milliards de francs CFA. La réalisation de cette route est financée à 98% par les partenaires sous forme de prêt avec une durée de remboursement de 30 ans. Une des spécificités de ce projet,
c'est que non seulement nous aurons une route bitumée selon le mot tricouche, c'est-à-dire une route encore plus solide que le bicouche, mais nous aurons en plus 5 km d'aménagement de voirie à l'intérieur de la ville de Djibo qui vont s'ajouter aux 5 km de voirie prévus par le projet Kongoussi-Djibo. Donc nous avons démarré assez tôt, avec ce quitus, la procédure va s'accélérer pour que, en tout cas, le démarrage des travaux se fasse le plus rapidement possible. Le second projet de loi est celui portant modification de 2 articles du Code général des collectivités territoriales, laquelle adoption permettra de corriger des lacunes juridiques en matière d'installation d'une délégation spéciale dans les collectivités territoriales. C'est une correction de la loi 027 de 2004 qui organisait les élections et le fonctionnement du Code général des collectivités. Et à ce niveau-là, il y a un problème en cas de difficulté des conseils des collectivités, que ce soit au niveau des communes ou au niveau des régions. Il fallait trouver la formule pour mettre des délégations spéciales et aller aux élections. Au cas où c'est des dysfonctionnements graves, avec trouble de l'ordre public, c'est également une dissolution. En cas de deuxième dissolution, en ce moment-là, c'est une dissolution définitive. C'est l'État qui délègue un certain nombre de pouvoirs pour permettre aux populations de s'organiser, pour assurer un service public à leur propre profit. On retiendra que le projet de bitumage de la route Ouaguia-Djibo s'accompagne également avec d'autres ouvrages tels que la réalisation des gares routières, des forages et bien d'autres. On passe à l'actualité hors de chez nous à présent. En Tunisie, la majorité présidentielle passe en 2e position pour les dernières municipales en faveur du parti islamiste qui sort gagnant. Les scores sont tout de même serrés et le taux de participation très bas, un désaveu vis-à-vis de l'alternance politique selon les analystes. En Tunisie, Ennahda revendique la victoire aux premières élections municipales démocratiques. Le parti islamiste serait en tête à Tunis et en nombre total de voix dans l'ensemble du pays. Il obtiendrait 27% des voix contre 22% à Nida Tounes, le parti présidentiel. Les autres formations seraient loin derrière. Les résultats officiels seront connus dans quelques jours. Seule certitude ce lundi, la participation très faible, 34% seulement. Un désaveu cuisant pour la classe politique aux manettes depuis le printemps arabe. En cause, le désenchantement des Tunisiens 7 ans après la chute de la dictature de Ben Ali. Entre hausse des prix, crise politique à répétition et corruption, la Tunisie a connu 9 gouvernements et la timide reprise de la croissance ne suffit pas à enrayer un chômage élevé et une inflation qui continue à grimper. Mais la classe politique, tout comme l'instance en charge des élections, estime que ce vote est un succès pour la démocratie car il a été juste, transparent et sans incident majeur. En France, Air France risque de disparaître si elle ne se bat pas pour être compétitive. C'est en substance ce qu'a affirmé le ministre français de l'économie. L'État français, qui détient plus de 15% des actions de la compagnie, a décidé de ne pas intervenir dans la crise qui la secoue. Pourtant, depuis un certain temps, les pertes sont énormes, les grèves se succèdent et le dernier fait marquant en date, la démission de son directeur général qui a enfoncé davantage l'entreprise. Plus de détails dans ce reportage. Air France s'enfonce chaque jour un peu plus dans la crise. Après l'annonce vendredi de la démission de son PDG, l'action de la compagnie dévissait de plus de 14% lors des premiers échanges à la Bourse de Paris, avant de se redresser par la suite. Depuis le début de l'année, le titre Air France KLM a déjà cédé près de 50%, alors que l'entreprise est empêtrée dans un mouvement social interminable. 14e jour de grève ce lundi de son personnel qui réclame des augmentations de salaire. La proposition faite par le patron du groupe a été rejetée par la majorité des pilotes, hôtesses, stewards et membres du personnel au sol. Ce conflit social aggrave un peu plus la situation financière de l'entreprise qui subit la concurrence des transporteurs low cost et des compagnies du Golfe. Air France est fragile, mais toutes les compagnies aériennes sont fragiles parce que la marge est très très faible. Et un conflit comme celui-là qui dure, eh bien, ça veut dire des pertes de clients. Récupérer les clients, ça devient très compliqué. Ces grèves qui vont se poursuivre ce mardi ont déjà coûté près de 300 millions d'euros selon la direction d'Air France KLM, dont l'État français détient 14% du capital.
Le PDG démissionnaire Jean-Marc Janaillac restera en poste jusqu'à la semaine prochaine, le temps que soit mise en place une gouvernance de transition. Le ministre de l'économie a déjà averti que l'État ne viendrait pas à la rescousse de la compagnie aérienne. Il appelle l'entreprise à faire les efforts de compétitivité nécessaires, sinon Air France disparaîtra. Direction la Russie à présent, c'est officiel. Vladimir Poutine a été investi président pour la 4e fois et depuis plus d'une quinzaine d'années, il est incontournable dans le paysage politique russe. Ce mandat est censé être le dernier pour Vladimir Poutine selon la Constitution. Vladimir Poutine a prêté serment sur la Constitution russe lors de la cérémonie d'investiture qui lance son 4e mandat au Kremlin. Poutine a été élu une première fois en mars de l'an 2000 et même s'il a formellement laissé sa place entre 2008 et 2012, il n'a jamais abandonné la réalité du pouvoir depuis 18 ans. Dans l'histoire de la Russie moderne, Poutine arrive juste après Staline en termes de longévité au Kremlin. Notre repère, c'est une Russie pour tous, un pays où chacun peut se réaliser. En tant que chef de l'État, je ferai tout pour renforcer la puissance, la prospérité et la gloire de la Russie. Au moment où Vladimir Poutine serre la main de l'ancien chancelier Schröder et de son Premier ministre Dmitri Medvedev, la question de sa succession se pose déjà. La constitution russe lui interdit de se représenter dans 6 ans, mais depuis 18 ans, Poutine a démontré à quel point il aimait surprendre. Le 7e congrès ordinaire du CDP, le député Alexandre Sankara et la tentative de corruption à Ouaga Inter. Voilà ce qui a, entre autres, fait la une de la première parution de la semaine des quotidiens. Le point avec Mami Kamabou et la voix de Sonia Kopti. Le quotidien d'État, dans sa première parution de la semaine, titre sur le 7e congrès ordinaire du CDP, Edi Kombo-Igo reste aux commandes. Le nouveau président a triomphé au vote par 39 voix contre 33 face à l'ancien ministre de la Justice, Bourema Badini. Le journal Sidoya est aussi revenu sur les ambitions du président fraîchement élu du CDP qui pense que la voie que le CDP doit désormais emprunter pour atteindre ses objectifs a été tracée à ce congrès, en ce que le parti s'est doté d'outils et d'instruments nécessaires pour son fonctionnement efficace. Le journal, lui, nous replonge dans le discours du nouveau président du CDP en précisant qu'aussitôt réélu, Edi Kombo-Igo a appelé les militants au rassemblement pour la construction d'un Burkina plus fort et plus solidaire. Edi Kombo-Igo d'ajouter toujours dans les colonnes du journal: beaucoup d'encre et de salive ont coulé sur la stabilité de notre parti. Au soir de ce congrès réussi, je tiens à vous dire que le CDP est un parti fort qui a beaucoup de ressources, qui a la capacité de résilience que vous n'imaginez pas. Toujours sur le 7e congrès du CDP, le journal Aujourd'hui au Faso à sa une nous informe que réélu, le président Edi Kombo-Igo affiche ses ambitions pour 2020. Le journal précise dans ses lignes qu'Edi Kombo-Igo a rappelé aux congressistes que l'heure n'est plus au discours, mais au passage à l'acte, car l'attente de leurs millions de militants et sympathisants, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, sont grandes. Toujours sur le terrain politique, l'observateur Palga nous apprend que c'est terminé entre Alexandre Sankara et l'UNIR-PS, en titrant à sa une Alexandre Sankara démis du parti. Le journal Le Pays va plus loin en précisant que le député Alexandre Sankara a été sommé de payer plus de 2 millions de francs CFA. Revenons sur la fraude et la tentative de corruption d'un douanier. L'observateur Palga titre: le Sinatrad endosse sa tenue d'avocat. L'Obs souligne que le syndicat national des travailleurs des douanes Sinatrad refuse de rester dans le silence face à la campagne de dénigrement contre le chef de la brigade commerciale de Ouagaroute, communément appelé Ouaga Inter. Dans une conférence de presse que le syndicat a organisée le vendredi 4 mai dernier, il s'érige en avocat pour éclairer l'opinion publique et défendre son militant qui, en toute intégrité, a fait son travail et a refusé de se laisser corrompre par un commerçant de moralité douteuse du nom de Salif Nikiema. Sur ce dossier, le journal Le Pays, quant à lui, propose à ses lecteurs la réaction de l'Association des jeunes commerçants et transporteurs du Burkina, qui, dans une note, dit déplorer l'attitude du syndicat des agents de douane consistant à soutenir aveuglement son élément dans cette affaire de tentative de corruption et de fraude.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous retrouvez Moussa Voubila ce soir à 21h dans Sport 3. Il reçoit pour vous les frères Koulibaly. Et quant à moi, je vous retrouve demain à la même heure. Excellente suite de programmes sur Tweet TV.